Une préparation mentale. Agilité d'un chevalier de Rima. 6. Résistance d'un flagellant. 4. Capacité offensive d'un seigneur minotaure. 6. Marche forcée d'une chimère. 20 pouces, mais que 16 si elle a le vol. Armure d'une charrette à cadavre. Mais personne ne joue de charrette à cadavre. Je veux pas le savoir. Armure d'une charrette à cadavre. Ok. Je sais pas. 3. Non, c'est pas 3, c'est 2. Allez, 20 pompes. Et une préparation physique. Test de commandement. Yes. Attaque des orques. Yes. Test de frénésie maximisé. Oh. Attaque de la gargantula. Oh yeah. Colère des dieux à 3D. Relance des as. Oh yeah. Inter is coming. L'Inter arrive. Salut à tous, c'est Gombak. Aujourd'hui, je viens vous présenter la liste d'armées que je vais jouer à l'interrégion. Car oui, il y a enfin un interrégion. Waouh! Après tout ce temps, ça fait du bien quand même de retrouver cet incontournable du hobby. Alors cette année, je suis parti avec les orques et gobelins, tout simplement parce qu'il y avait un des copains dans l'équipe qui voulait jouer les guerriers des dieux sombres. Bon, au final, il les joue pas. Donc du coup, j'allais pas changer non plus à la dernière minute, donc j'y vais avec mes poupounets adorés, mes petits orques et gobelins, et je vais donc vous présenter tous les détails de la liste que je vais jouer à l'interrégion. Hein? La stratélique? Non, je connais pas. Ah, la technique. Tu sais, avec les orques et gobes, la technique, c'est on fonce tout rond, on tape dans le temps. Comme le disait le grand Morgloun Brisenuc, tout ce qui est pas vert, tu tapes dessus, jusqu'à ce que ça bouge plus. Puis quand ça bouge plus, tu tapes encore juste pour être sûr. Et puis de toute façon, quand on n'a pas de technique, il faut y aller à la zob. Eh bien, on commence tout de suite avec les personnages. Je commence par le général. C'est Kraboum Oud Katoum. C'est un chaman orc sauvage, maître magicien du chamanisme, équipé d'un parchemin d'entrave et d'un crâne fétiche pour 530 points. Alors, le parchemin d'entrave, c'est toujours pratique, puisque ça permet de couper un sort à un moment clé de la partie. Et puis le crâne fétiche, il me permet de canaliser pas mal de marqueurs voile quand j'ai des unités au combat, et c'est quand même là où j'ai pas mal besoin de magie, donc c'est très pratique aussi comme objet. Alors au niveau des caractéristiques, mon général n'a que discipline 8, donc c'est un petit risque, mais on va voir avec le reste de la liste que j'ai pas mal de troupes qui sont immupsi, donc c'est pas hyper gênant non plus. C'est un chaman, c'est quand même pas le petit magicien, il a quand même une résistance de 4, il a une invue à 5+, une égide à 5+, et puis comme c'est un magicien du chamanisme, c'est vrai que voilà, l'attribut de domaine le protège un petit peu au combat, donc même s'il se retrouve engagé, c'est pas non plus la catastrophe. Il envoie quand même 2 pains, force 4, avec la règle née pour la baston des orques, donc ça monte à force 5 au premier round, et tant que l'unité est indomptable, il peut voir un peu la baston. Pendant que je suis dans la magie, je vais enchaîner avec le deuxième magicien, donc c'est Alcar Dumblegork, qui lui est un féticheur gobelin commun, maître magicien de la thaumaturgie avec un sceptre de pouvoir, et il coûte 395 points. Alors le sceptre de pouvoir, je trouve que c'est un objet qui va vraiment bien avec la thaumaturgie, puisque la thaumaturgie, les fiascos sont assez violents dans ce domaine, donc du coup ça permet des fois de lancer un sort à 3D, et puis suivant le lancer, une fois par partie, se dire tiens, là je peux ajouter un 4ème dé sans prendre de risque, soit pour vraiment augmenter la valeur de lancement, afin que l'adversaire soit utilise plus de dés, soit éventuellement foire sa dissipation, ou tout simplement ça peut m'aider à faire passer un sort qui serait pas passé à 3D quoi. J'ai essayé un peu d'autres domaines de magie, mais c'est vrai que dans mon armée, vous allez voir avec le reste de la liste, je trouve que la combinaison thaumaturgie, chamanisme, ça va bien. Il y a quand même 2 sorts assez pénibles pour les armées fondables, entre la bête totémique et la colère des dieux là. Donc moi je vais appeler ça un peu le pied de Gork pour les nostalgiques de Warhammer. D'ailleurs mes marqueurs de colère des dieux, en fait ce sont des pieds de Gork que j'ai imprimés. Donc voilà, ça fait quand même 2 sorts. C'est vrai que si je tombe contre une armée qui est plutôt fond de table avec du tir, ça c'est deux sorts vraiment embêtants quoi. Voilà, il y a quand même pas mal d'armées qui aiment pas ces sorts là. Donc rien que déjà la possibilité d'avoir 2 sorts comme ça, c'est très puissant. Et puis après il y a quand même plein d'autres choix de sorts très intéressants. Tant qu'on est dans les personnages, je vais vous présenter un personnage un peu plus burné pour le combat, avec un monarque gobelin des forêts sur Gargantula. Donc le monarque se nomme Skunkbak aux 4 yeux et sa Gargantula Aragork. Donc ça c'est vraiment une unité que j'aime beaucoup.
Au niveau de l'équipement, je lui ai mis juste paire d'armes, brise-bouclier et roc d'obsidienne. Ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est que c'est une figurine assez indépendante. On peut la déployer assez loin de ses petits copains. Elle est tenace avec un commandement de 8. Elle a quand même un bon nombre d'attaques. Le monarque envoie 5 attaques, off 6, force 4, PA 6 grâce au brise-bouclier. La Gargantula envoie quand même 8 attaques, force 5, PA 2, dont une qui peut faire éventuellement des blessures multiples 1d3 plus 1 avec crochet venimeux. Et donc tout ça, ça attaque empoisonné. Donc quand on sait que l'héréditaire chez les orques et gobelins, c'est la relance pour toucher, ça se combotte vraiment bien avec les attaques empoisonnées. Et puis en soutien, on a quand même 8 petites attaques de gobelins. Alors certes, c'est de la CC2, de la force 3, mais avec leur lance légère, ils passent à force 4. En jouant le chamanisme et la thaumaturgie, en boost, j'ai quand même la possibilité de mettre plus 1 en force à tout ce petit monde, ou moins 1 en endu sur un adversaire. Donc c'est quand même des choix assez intéressants. Et puis mine de rien, ces 8 attaques de gobelins, elles sont pas totalement anecdotiques. Alors les gobelins, ils n'ont pas trouvé le poison, mais voilà, c'est quand même toujours intéressant. Bien sûr, on rajoute à ça tout ce qui est piétinement, et du coup ça vous fait une figurine qui est quand même assez efficace pour 635 points. Je trouve que ça les vaut. Voilà, c'est bien. Je vais protéger un petit peu avec un roc d'obsidienne. Ça permet de plus facilement dissiper les sorts qui lui sont lancés dessus, voire même de dissuader l'adversaire de lancer des petits sorts dessus, puisqu'il serait obligé d'utiliser plus de dés. Donc moi je trouve que c'est une bonne combinaison, jouer comme ça. C'est un choix très intéressant. Et puis enfin, j'ai un dernier petit personnage, c'est Zungarak l'étrange, un caïd gobelin des forêts sur araignée chasseuse avec lance de cavalerie, 135 points, donc on est d'accord, c'est pas très cher, à ce prix-là c'est un redirecteur couteau suisse comme je les appelle. Il n'est pas là juste pour rediriger, il peut venir un petit peu en soutien, parce que mine de rien le gobelin il envoie 3 attaques, il a CC4, il a force 6, une bonne agilité, un 4, chez moi c'est déjà pas mal, empoisonné. L'araignée chasseuse, elle envoie aussi 3 attaques force 4 empoisonnées, agilité 4 aussi, un petit piétoche parce que c'est de taille grand, et puis éventuellement en sacrifice c'est pas mal non plus, 135 points pour rediriger, c'est que dalle. Ça peut chasser des redirecteurs, ça peut harceler un petit peu, ça peut aller contre des machines de guerre ou autres. Ça marche pas mal. Là aussi ça combotte pas mal avec le monarque sur Gargantula, puisque en charge combinée, si jamais je tombe contre un régiment qui a un champion et que le champion lance un défi, et dans ce cas là ça peut être le petit gobelin qui l'accepte et pas le gros sur sa Gargantula qui se retrouve bloqué en défi. Donc ça c'est plein de petites astuces, plein de petites combos qui marchent bien je trouve dans mon armée. Et puis ça fait 2 personnages sur araignée, du gobelin des forêts, donc c'est assez classe. Donc j'ai fait le tour des personnages, nous allons pouvoir passer aux unités de base avec plusieurs unités d'orques sauvages. Alors il y en a 3 x 20. Les différences, alors il y en a une qui est un petit peu moins équipée, donc ça va être celle qui va être un peu plus en retrait pour y mettre les personnages un peu plus fragiles, et puis les 2 autres un peu plus équipés pour aller au combat. Donc j'ai 2 unités identiques à 350 points, composées de 20 orques sauvages, à la fois équipées de lances et de paires d'armes, ce qui fait que c'est un choix que je vais faire en début de combat, que je vais garder pour toute la durée du combat en cours, puisqu'ils n'ont pas maître d'armes, mais qui me permet d'adapter suivant l'adversaire. Contre des faibles armures, je vais plutôt privilégier les paires d'armes, ou contre des démons par exemple. Si je reçois une charge et que avoir agilité 4, ça peut avoir un intérêt, et dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux que je me batte avec des lances. S'il y a de l'armure en face, évidemment, se battre avec des lances contre une charge de chevalier, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je trouve que ça, rien que ça, ce petit choix paire d'armes lance, ça me coûte 60 points de mettre les 2 équipements pour 20 orques, mais je trouve que c'est pas déconnant comme choix. Les 2 unités ont un état-major complet, un crève-mammouth, donc quand c'est moi qui charge, un petit peu d'impact, ça fait du bien. Force 5, puis quand même blessures multiples sur les présences imposantes, donc contre un monstre, des fois, avec un petit peu de chance. Des petits bonus comme ça peut me permettre de plus facilement vaincre des troupes qui ont présence imposante. Donc évidemment, l'autre intérêt des orques sauvages, c'est que ils sont immupsi, donc s'il y a des trucs qui fuient aux alentours, ils ont contre-fiche. Bien sûr, ils sont frénétiques, alors comme je l'ai déjà dit, je veux jouer avec un commandement de 8, donc c'est un risque. Bon, en général, ils sont pas forcément en première ligne de bataille, ils sont souvent en deuxième ligne. Ils peuvent être amenés à être en première ligne, mais c'est-à-dire que l'adversaire s'est quand même approché, j'ai d'autres menaces. Donc il prend des risques aussi à me faire des tests de frénésie. Et puis un 8 relance, quand il y a la grande bannière pas loin, ça se réussit quand même. La 3e unité, elle est équipée que de paires d'armes, parce que j'avais plus assez de points.
En fait, je voulais pas trop dépasser la catégorie base, donc je les ai juste équipés de paires d'armes. C'est l'unité qui va peut-être moins voir les combats, puisque c'est celle où il va y avoir les petits personnages un peu fragiles. Ce qui me permet d'avoir quand même une unité de capture de 20 Gugus quand même. Eux aussi, ils ont quand même l'ardeur guerrière, ils ont quand même la paire d'armes, donc ils envoient quand même quelques pains. Mais voilà, ils ne sont pas trop là pour réceptionner des charges ou se précipiter au combat. C'est pour ça que j'ai pas mis le crève mammouth non plus. J'ai juste mis un musicien et un champion. Puisqu'elle va pas trop voir de combat, j'ai pas voulu payer un porte-étendard. Le musicien, c'est toujours très pratique pour les refos. J'ai juste payé ça, et le champion, très pratique pour lancer des défis à la place d'un de mes petits personnages qui se retrouverait engagé contre un personnage un peu trop fort. Enfin, pour compléter la base, je joue 8 pillards gobelins des forêts, donc des petits gobelins sur araignée. Que dire sur eux ? Eux, c'est vraiment de la redirection. Il me restait un petit peu de points à la fin, donc j'aurais payé les armes de jet. Bon, ça fait toujours 16 tirs qui touchent sur 5+, force 3. Voilà, des fois ça peut tuer un truc, donc pour 8 points, on va pas se priver. C'est souvent rentabilisé, pas à chaque fois. Après, c'est sûr, ils sont là vraiment pour rediriger ou pour casser les avant-gardes, puisque mine de rien, ces petites troupes, elles ont éclaireur et avant-garde. Donc voilà, cette unité, elle est quand même assez pratique, elle vaut pas très cher, elle vaut 153. Passons maintenant à la catégorie spéciale. Alors dans la catégorie spéciale, j'ai mis ma 4ème unité de capture avec 15 orques en fer, musicien et champion. J'avais plus de points pour payer un petit porte-étendard. Musicien champion, musicien évidemment pour les refos, toujours pratique dans les scénarios d'objectifs. Le champion toujours pour ses histoires de duel. Ils sont 15, maîtres d'armes, donc eux, voilà, c'est vraiment une unité couteau suisse. C'est la seule unité qui a vraiment un petit peu d'armure, puisque eux ils ont une armure de plate et un bouclier, donc sur les tirs ils sont en 3+. Là où mes autres unités capture sont à poil avec une invulnérable à 6+, étant donné qu'ils ont des tatouages protecteurs. Sur l'armement, c'est quand même assez pratique d'avoir le choix de se battre entre armes lourdes, paires d'armes, armes de base, bouclier, suivant l'adversaire qu'on rencontre. Donc ils sont quand même assez polyvalents, ils valent pas très cher, ils sont à 325 points. Et puis voilà, ça reste 15 orques quoi. Donc vraiment c'est top. Encore une unité Imupsi. Vous voyez là dans tout ce que j'ai présenté pour le moment, j'ai juste mon petit héros et mon unité de base de redirection qui ne sont pas Imupsi. Donc ça reste. Puis le chaman gobelin, mais en général il se balade pas tout seul. Ça me conforte dans mon choix de discipline 8. Et puis mine de rien, cette unité elle a des stats bien au-dessus quand même des orques de base, puisque ils sont quand même en CCDF 5, là où les orques sauvages sont en CCDF 2. Bon, ils ont résistance 4 comme tous les orques. Par contre, ils sont en CCOF 5, ils peuvent passer à 6 avec la paire d'armes, là où mes orques sauvages ont CCOF 3. Eux, ils ont direct la force 4, donc force 5 au premier round d'un combat. Quand je me bats avec arme lourde, ça me permet d'aller chercher de la force 7. Quand je me bats en paire d'armes, donc je suis quand même en force 5 PA2. Je rappelle que je peux avoir la possibilité d'avoir des +1 en force ou de mettre -1 en endu sur l'adversaire avec ma magie. Bon, ils ont une agilité de 2 comme leurs copains. Ça, c'est sûr que l'orque, c'est pas les plus rapides à frapper. Mais voilà, ça fait un petit régiment pour 325 points qui est toujours assez utile. Et il est Imupsi, mais lui, il n'est pas soumis aux règles de frénésie. Alors ensuite, je joue 2 meutes de Niark, alors de 2 tailles différentes. Il y a une unité de 18, une unité de 21. C'est encore de l'Imupsi, c'est de la bête, donc c'est rapide. C'est un mouvement 5-10, là où mes orques n'ont que 4-8. Et c'est sacrifiable. C'est pas cher, 283 points les 21, 244 points les 18. Alors ok, ça a une discipline de moule, puisqu'ils sont en discipline 5. Ils peuvent se retrouver loin du général parfois, dans mes parties tests c'est arrivé, donc c'est sûr que s'ils sont démoralisés, ils vont exploser. Mais l'adversaire est obligé d'en tenir compte, puisque mine de rien, voilà, ça encaisse pas grand chose. En du 3, à poil, ils ont quand même une CCDF de 4. Mais ce qui est fort dans ce régiment, c'est que voilà, ça a agilité 4, donc c'est déjà bien chez moi. Ça envoie 2 pains par Gugus, off 4, force 5, donc ça peut faire des trous dans des régiments. Et puis, faut pas oublier qu'une fois par partie, en tant qu'orque, je peux utiliser le cri de guerre. Et quand je lance mon cri de guerre, toute mon armée gagne +1 en mouvement, course rapide. Alors eux, ils ont déjà course rapide, mais ils passent en 6 rapide, là où les orques passent en 5 rapide.
donc c'est quand même pas si mal que ça. C'est sacrifiable, je vous l'ai dit, c'est immupsi, donc puis comme le reste de l'armée est un peu immupsi, si ça meurt on s'en fiche, et c'est souvent en première ligne de bataille, quoi. Donc souvent voilà, ils vont se prendre les projectiles, ils vont se prendre les tirs, ce qui permet à mes orques d'arriver un peu au complet. Et puis voilà, même 5 ou 6 niarques qui arrivent sur une machine de guerre, ça peut la détruire. Si l'adversaire frappe avant moi, qui me tue une dizaine de niarques, ok, même s'il m'en reste encore 8, admettons dans le régiment de 18, ça va me faire, s'il en reste 8, c'est qu'il y en a 6 devant et 2 derrière, donc ça fait quand même 14 pains, force 5, ça peut déjà faire quelques trous. Donc voilà, ça reste quand même un régiment qui est intéressant. Et ce qui va se passer dans mon armée, c'est que j'ai quand même une armée qui marche bien avec des charges en soutien. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas charger qu'avec une seule unité, mais avec plusieurs. Et que quand je combine des orques et des niarques, ou la gargantula et des niarques, la gargantula et des orques, ou vous allez le voir, il y a des idoles aussi, les idoles avec les niarques, les idoles avec les orques, souvent en fait, quand il y a plusieurs unités dans le même combat, c'est là où ça devient très très fort. Chaque unité prise indépendamment, c'est bien, mais c'est pas foufou. Il y a plein d'autres armées, alors sauf si je tombe contre un autre MSU évidemment, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'autres armées où en 1 contre 1, je me fais laminer. Par contre, l'idée c'est justement de faire des charges combinées, et puis ou alors d'envoyer quelque chose en sacrifice, genre les niarques, pour derrière pouvoir envoyer à fond une charge d'orques plus soit l'autre pack de niarques et un monstre, enfin voilà quoi, avoir quand même pas mal de choix derrière. Et donc je vais terminer avec la dernière catégorie, gros et méchant. Donc là j'ai deux monstres. Alors il y a la gargantula qui compte dans cette catégorie, mais j'ai aussi 2 idoles du coup, dont une qui est GB. Alors pour distinguer les deux, en fait, j'ai un petit marqueur, puisque c'est vrai que les deux sont sensiblement quand même les mêmes figurines. C'est vrai que sur les deux figurines que j'ai un morveux avec un drapeau. Donc je peux même pas dire c'est celle qui a le drapeau qui est la grande bannière. Donc ce que je fais souvent, c'est que je dis c'est soit le drapeau rouge, soit le drapeau beige. D'une partie à l'autre, en fait, des fois ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai envie de prendre comme couleur. Et puis pour pas qu'il y ait de soucis pour mon adversaire, je mets un petit marqueur à côté, comme ça on voit bien laquelle est la grande bannière. Pourquoi deux idoles ? Eh bien tout simplement parce que c'est des monstres à endurance 8. C'est l'inverse de la gargantula. La gargantula elle a résistance 6 et 8 PEV. Eux c'est l'inverse, ils ont résistance 8 et 6 PEV. Ça fait quand même beaucoup de points de vie de monstres, forte endurance, donc c'est pas si simple que ça de les shooter. En général, ça demande à l'adversaire quand même pas mal de force, et puis finalement c'est pas si cher. Même si je perds une idole, c'est 370. Ok, si je perds la GB, c'est 450 plus les 200 points de grande bannière. Là, ça fait un petit peu plus cher. Mais si l'adversaire s'acharne sur un monstre, en général, les 2 autres sont plus safe quand ils arrivent au combat, et ça peut faire très mal. Une charge conjointe de 2 idoles, mine de rien, ça fait 2 fois des piétinements en force 6, PA 3. Les idoles, ça relance les 1 pour blesser sur toutes les attaques de mêlée, donc corps à corps et spécial. C'est un bonus qui va bien avec mes autres unités, c'est-à-dire que quand j'ai des niarques à force 5, quand j'ai des orques à force 4 ou des orques à force 5, quand j'ai mis moins 1 en endu ou quand j'ai mis plus 1 en force sur mes régiments, avoir la relance des 1, c'est souvent, alors pas tout le temps, mais c'est régulièrement équivalent à une relance pour blesser. Donc c'est comme si j'avais un sort en fait gratuit à 6 pas. Puis c'est vrai que sur un jet de dés foireux avec beaucoup d'as, on est super content d'avoir des idoles pour les relancer. L'autre intérêt, c'est que quand elles sont engagées au corps à corps, elles me donnent un jet minimisé sur les tests de morale à 6 pas. Donc comme je joue en discipline 8, un jet minimisé discipline 8, ça devient largement jouable. Et puis, mine de rien, ces idoles, elles ont une attaque écrasante. Donc, quand on commence à faire une attaque force 10 en relance des 1, donc la plupart du temps, force 10, on est d'accord, sur tous les adversaires, je crois pas qu'il y ait d'adversaires à résistance 9, donc sur tous les adversaires, alors sauf éventuellement une idole boostée à la magie, ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que en général c'est assez rare. Donc à force 10 on blesse sur du 2 en relance des 1, donc c'est très fort. Bon évidemment elles ont une CC off de 2, donc la plupart du temps elles touchent sur du 4 voire du 5, mais là encore l'héréditaire combatte vachement bien avec ces unités, puisque quand tu as une relance pour toucher et que tu touches sur du 4+, tu as quand même 3 chances sur 4 de réussir ton attaque écrasante, donc c'est quand même assez fort quoi. Bon, dans le pire des cas, si jamais c'est pas nécessaire de faire une attaque écrasante, ça envoie 3 pains force 6,
Si l'idole charge, elle envoie un des 3 impact force 6. Là aussi il y a de la PA3. Donc je trouve que c'est une bonne petite unité. Alors c'est sûr, c'est pas le gros monstre qui a plein d'attaques, c'est pas un géant, mais c'est beaucoup plus résistant. Et puis ça apporte beaucoup plus de bonus autour. Mouvement 6, pas rapide. 7 rapide quand je lance mon cri de guerre. Donc ça se déplace quand même assez vite. Et le fait d'en avoir une grande bannière, déjà ça me coûte que 80 pour avoir une grande bannière. Et puis c'est une grande bannière qui rayonne à 18 pas. Donc ça couvre quand même une bonne partie de l'armée. Que dire de plus? Je vous dis, cette armée c'est une armée vraiment qui se base sur des charges combinées, qui a une magie qui est quand même assez forte, qui a accès à des sorts quand même assez violents. Et puis c'est une armée qui a quand même pas mal de figurines. Il y a quand même 4 unités de capture, d'infanterie certes, pas très très rapide, mais ça reste de l'orque, donc c'est quand même assez endurant. Il y a 3 monstres, il y a de la redirection, il y a des niarques sacrifiables, enfin voilà, j'aime beaucoup cette liste. Elle n'est pas invincible non plus, elle a des défauts, elle a des qualités, et elle est très plaisante à jouer. Et bien voilà, tu sais tout sur ma liste. Évidemment, je ferai un petit article sur le blog post-interrégion pour faire un peu le bilan de ce que ça aura donné. Donc voir ce qui aura marché, ce qui aura moins bien marché, pouvoir râler sur les jets de dés quand j'aurai perdu, et puis vanter mes choix stratégiques quand j'aurai gagné. C'est toujours comme ça que ça se passe, c'est toujours de la faute des dés si on perd, et puis quand on gagne c'est parce qu'on a été super balèze en stratégie. C'est un mot compliqué, stratégie, pour les orques. J'ai envie de dire qu'importe le résultat, moi je suis pas un gros tournoyeur, j'y vais pour passer un bon moment. J'adore les orques et gobs, c'est mon armée de cœur, vous le savez. Bien sûr, j'espère mettre quelques fessées sans trop m'en prendre en retour, et donc on verra bien si Gork et Mork sont de mon côté ou pas. Sur ce, je te dis à bientôt. Peut-être qu'on se verra à l'Inter, on ne sait jamais. Et puis, en attendant, bon jeu et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Green Power!